L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Si je vous dis que les Raptors viennent de peut-être refaire le pari de 2018, est-ce que vous validez direct l'idée ou non? Ou alors peut-être que vous pensez que cette fois, ils ont vraiment mis leur avenir en danger pour un joueur de 35 ans qui est bien trop souvent blessé. Parce que le retour de Kawhi à Toronto, en vrai, il est beaucoup moins simple à analyser qu'il n'en a l'air. En tout cas, même si les sondages Insta sont en pause, je suis assez persuadé que cette actu va faire parler, et c'est pour ça que j'ai décidé de l'aborder aussi vite. Mais continuez quand même à me suivre là-bas, ça reste le réseau sur lequel je suis le plus actif, sur lequel je vous réponds le plus, et sur lequel vous pourrez être au courant de toute mon actualité. Et tant qu'on y est aussi, si vous aimez ce genre d'analyse à chaud, pensez à vous abonner à cette chaîne aussi. Vous l'avez vu en ce moment, avec les news qui tombent, j'enchaîne les nuits blanches en ce moment, histoire d'être le plus réactif possible. Là, il est 1h35 quand je tourne. Mais pour revenir à Kawhi, en vrai, ce trade ouvre plein de questions. Est-ce que Toronto vient de récupérer la pièce qui lui manquait pour redevenir dangereux à l'Est? Est-ce qu'on peut encore croire à un Kawhi de 35 ans avec son historique de blessures? Est-ce que les Clippers ont bien fait de tourner la page maintenant? Et surtout, qui sort vraiment gagnant de ce deal? Parce que sans analyser les choses en profondeur, on pourrait vite partir dans tous les sens. Bref, il y a pas mal de choses à décortiquer, comme d'habitude, alors installez-vous bien, nous, on va parler de ce deal tout frais. Bon, avant de parler de coup de folie ou de coup de génie, il va falloir qu'on pose les bases pour commencer. Le trade est assez simple à comprendre. Les Raptors récupèrent Kawhi Leonard, en échange, les Clippers reçoivent Brandon Ingram, Grady Dick, 2 futurs premiers tours de draft non protégés en 2031 et 2033, un swap et 2 seconds tours. C'est pas mal, parce qu'après 2030, Kawhi sera probablement retraité, et ses pics pourraient valoir cher. Du coup, une chose est sûre, les Raptors ne lâchent pas seulement Ingram, ils lâchent aussi une partie de leur futur. Et forcément, quand on parle de Kawhi Leonard, impossible de regarder seulement son nom sur son maillot. Parce que le mec revient à Toronto à 35 ans avec plus de 50 millions de dollars sur sa dernière année de contrat avant de redevenir free agent dans un an. Sauf qu'il ne faut pas s'arrêter à son âge, il sort d'une énorme saison, près de 28 points, plus de 6 rebonds, quasiment 4 passes, des pourcentages monstrueux et une place dans une All-NBA team. Toronto récupère encore un joueur capable de faire basculer une série de playoffs, c'est certain. Mais le problème, vous le connaissez, depuis son arrivée aux Clippers, Kawhi n'a même pas joué 60% des matchs possibles. Certes, il en a joué 65 l'année dernière, ça rassure, mais son historique physique est impossible à ignorer. C'est pour ça qu'avec Leonard, les chiffres racontent toujours 2 histoires à la fois. Les histoires où il est en bonne santé et ceux où il enchaîne les matchs sur le banc en tenue civile. De l'autre côté, le principal morceau récupéré par les Clippers, c'est Brandon Ingram. Il n'a que 28 ans, ancien numéro de draft, All-Star pour la 2e fois cette année, ailier capable de créer son tir presque de partout sur le terrain et spécialiste du mid-range. La saison dernière, il tournait encore à plus de 20 points, près de 6 rebonds et presque 4 passes. Son contrat est lourd, environ 40 millions cette saison avec une player option derrière. Donc Los Angeles ne récupère pas juste un salaire pour équilibrer le deal, il récupère un joueur dans son prime capable de porter une attaque au moins par séquence. Mais Ingram n'est pas le seul joueur à faire le voyage vers la Californie. Les Clippers mettent aussi la main sur Grady Dick, lui c'est davantage un pari, 22 ans, drafté 13e en 2023, plus de 2 mètres et un profil de shooter à développer. Sa dernière saison a été compliquée, avec un rôle réduit, mais son contrat rookie reste intéressant. Dans ce trade, il représente surtout un jeune asset supplémentaire, pas un joueur censé changer le destin de la franchise dès maintenant, mais un potentiel à quand même suivre d'assez près je pense. En vrai, encore une fois, dans ce transfert, on peut observer 2 visions très différentes des choses. Toronto récupère une star de 35 ans, certes, mais encore capable de faire basculer une série de playoffs, et je pense que c'est ce qu'ils cherchaient. Les Clippers, eux, repartent avec un joueur plus jeune, un prospect et des pics qui pourraient être plutôt intéressants dans le futur vu qu'ils sont pas protégés. Les uns jouent le présent, les autres essayent surtout de se réouvrir des portes pour la suite. Et forcément, quand on parle de tout ça, la même question revient toujours. Qui remporte ce deal? Pour essayer de répondre à ça, je vais commencer par parler des Clippers, parce que j'ai l'impression que ce qu'ils ont fait est assez clair. À Los Angeles, ce trade vient fermer une énorme page. Depuis 2019, tout le projet tournait autour de Kawhi, des vétérans, et de cette idée qu'un jour, si tout le monde était en bonne santé au bon moment, les Clippers pourraient enfin viser le titre. Sauf qu'avec le départ de Paul George, les départs de Harden et Zubac, puis ce trade-là, cette époque est révolue. Ils sont pas en reconstruction totale, mais ils ne sont pas non plus dans le pur win now. Et honnêtement, je commence à comprendre la logique qu'ils essayent de suivre depuis la saison dernière. Garder Kawhi aujourd'hui, c'était aussi accepter un danger énorme. Oui, il sort d'une saison magnifique, mais il n'est plus tout jeune, il est payé plus de 50
millions, il est sur sa dernière année de contrat et n'a aucune garantie derrière. Si les Clippers attendaient 6 mois ou une potentielle blessure, ça aurait pu faire chuter sa valeur très vite. Là, ils le vendent au moment où son image sportive est redevenue plutôt positive, c'est malin. Y a pas de sentiment dans cette histoire, mais c'est normal, on est en NBA, un business, et en termes de timing, je pense qu'ils ont été bons. Il ne faut pas oublier d'où viennent ces Clippers, cette franchise a longtemps vécu avec très peu de capital de draft, notamment à cause du gigantesque trade monté pour récupérer Paul George et attirer Kawhi. Là, d'un coup, ils récupèrent 2 premiers tours, un swap, 2 seconds tours, en plus d'Ingram et de Grady Dick. Pour une équipe qui avait besoin de refaire son stock d'assets, c'est loin d'être anodin. Les Clippers ne gagnent pas seulement des joueurs, ils regagnent de la souplesse. Après, on va pas faire semblant non plus que tout est parfait et que tout est rose du côté d'Inglewood. Brandon Ingram, c'est un très bon joueur NBA qui peut créer son tir, soulager Darius Garland, porter des séquences offensives et garder cette équipe compétitive en saison régulière. Sur le papier, le fit est assez naturel. Garland organise, attire les aides, accélère le jeu, Ingram joue en deuxième créateur, attaque les mismatchs et prend des tirs en fin de possession. Ça donne une base offensive sérieuse, pas une base qui fait trembler tout l'Ouest, mais assez pour ne pas tomber dans les abysses après le départ de Kawhi. Le truc, mine de rien, c'est qu'Ingram, je trouve, reste un joueur assez particulier à intégrer. Il aime avoir le ballon, il vit beaucoup dans la zone intermédiaire et son volume à 3 points a souvent posé question. Quand il joue vite et fait vivre l'attaque, il devient beaucoup plus simple à utiliser, mais quand il ralentit tout et aspire les possessions, là, son jeu peut vite devenir frustrant, surtout dans une équipe qui doit aussi développer Darius Garland, Keaton Wagler et Bénédicte Mathurin. Donc Ingram, c'est une vraie pièce, mais pas forcément une réponse définitive à l'après-Kawhi. Grady Dick, lui, arrive dans un rôle plus modeste et l'objectif sera de le relancer. Son job idéal est simple, apporter du spacing, bouger sans ballon, punir les aides, courir et essayer de tenir défensivement. Il faut pas le vendre comme une pépite garantie, on n'en est pas là, mais dans un roster qui manque d'adresse et de jeunesse sur les ailes, son arrivée se comprend. Par contre, aujourd'hui, je dois le dire, j'ai encore un peu de mal à imaginer de quoi peut être fait l'avenir de ces Clippers. Ils ne tankent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas assez de contrôle sur leur propre pick pour faire n'importe quoi. Ce que je sais, c'est que leur futur dépend maintenant de Wagler, Garland, Mathurin, de ce qu'Ingram peut devenir sous son nouveau maillot, et surtout de l'utilisation des picks récupérés dans le futur. À court terme, ça peut viser le play-in si tout se passe bien. À moyen terme, c'est une équipe qui essaye surtout de se redonner de nouvelles possibilités. Et finalement, je pense que c'est sûrement ça le plus gros changement pour eux. Avant, le destin des Clippers dépendait presque entièrement du corps de Kawhi. Là, ils perdent leur joueur le plus fort, mais ils sortent aussi de cette dépendance. Ils récupèrent du scoring, un jeune shooter, du capital de draft et la possibilité de bouger encore. La limite, après, elle est évidente. Ils n'ont pas récupéré une nouvelle superstar. Ingram est très bon, Dick est intéressant, les picks peuvent compter, mais rien de tout ça ne garantit un nouveau franchise player. En gros, les Clippers ont tourné la page, reste maintenant à trouver comment écrire un nouveau chapitre. Côté Toronto, par contre, je vais le dire, l'ambiance est complètement différente. L'idée pour eux est claire, les Raptors veulent changer de dimension tout de suite et ils ne partent pas de zéro. La saison dernière, Toronto gagne 46 matchs, termine 5ème à l'Est et pousse Cleveland dans 7 matchs au premier tour. Donc on parle pas d'une équipe perdue qui panique, plutôt d'une bonne équipe qui pense être à un élément du niveau supérieur. Et cet élément dans leur tête, bien sûr, il s'appelle Kawhi Leonard. Le besoin des Raptors était assez évident. Défensivement, c'était déjà sérieux, de la taille, de l'intensité, des profils polyvalents, un vrai socle. Mais offensivement, il manquait ce joueur capable de maîtriser un match dur qui ralentit, de poser la balle, d'attaquer son défenseur, de mettre un tir compliqué et de calmer tout le monde. Brandon Ingram peut faire ça de temps en temps. Kawhi le fait à un tout autre niveau, avec une efficacité et une maîtrise qui peuvent tout changer au moment des playoffs. En vrai, Toronto voulait pas juste un scoreur de plus, il voulait un mec qui était capable de calmer un match dans les moments où ça part dans tous les sens. Puis le feat avec Scottie Barnes est intéressant. Barnes reste le joueur central du projet à long terme, il a 24 ans, il peut défendre plusieurs postes, créer, passer, jouer avec ou sans le ballon. Kawhi, il vient pas forcément lui voler son équipe, il vient surtout lui enlever une partie du poids qu'il a sur les épaules et devenir le visage actuel du projet, même si Barnes gardera d'énormes responsabilités. Et vu l'expérience et le recul de Kawhi, à mon avis, il y aura pas trop de soucis pour élaborer la hiérarchie. Dans le 5 sur le papier, on peut assez vite imaginer Quickley, R.J. Barrett, Kawhi, Barnes et Jakob Poeltl. Quickley organise, Barrett attaque le cercle, Kawhi devient l'option numéro 1 quand le match se resserre, Barnes connecte tout et Poeltl stabilise l'intérieur. C'est pas parfait parce que le spacing peut parfois être serré avec Barnes, Barrett et Poeltl ensemble, mais niveau taille, défense et puissance physique, Toronto devient d'un coup beaucoup plus chiant à jouer. La vraie différence avec Ingram, elle est là. Ingram peut scorer, mais il a beaucoup plus souvent besoin de rythme et d'une certaine construction autour de lui. Kawhi, lui, peut faire ça à peu près n'importe quand et créé par lui-même. Après, Leonard aussi aime avoir ses spots, évidemment, mais il perd peu de ballons, punit mieux les aides, prend des décisions plus simples, et surtout, il devient pas une cible en défense. Je dis pas qu'Ingram était nul, mais Leonard, c'est un tout autre niveau. Toronto ne remplace pas juste un ailier scoreur par un autre, il remplace un très bon joueur par quelqu'un qui peut encore ressembler à une option numéro 1 au moment des playoffs. Par contre, là aussi, il faut garder la tête froide, bien sûr que pour Toronto non plus, tout n'est pas parfait.
Financièrement, ce pari est lourd. Kawhi arrive avec plus de 50 millions sur la saison, puis une situation à sécuriser derrière. S'il prolonge, et les rumeurs disent que c'est en bonne voie, Toronto mise plusieurs années sur un joueur de 35 ans avec un historique énorme à l'infirmerie. Si finalement il ne prolonge pas, le coup devient beaucoup plus stressant, parce que les Raptors ont quand même lâché Ingram, Grady Dick, 2 premiers tours, un swap et 2 seconds tours pour une location d'1 an. Même s'ils ont gardé leur noyau, ils ne l'ont pas eu gratuitement, Leonard. Maintenant, je suis quand même assez optimiste sur le fait qu'il re-signe. Ça parle de 2 ans, et vu comme ça, j'arrive quand même bien à comprendre le pari de la franchise canadienne. Le vrai sacrifice, c'est surtout les pics dans le futur, et pour savoir si Toronto s'en sort gagnant, le truc, ce sera la santé de Kawhi. Sportivement, Leonard répond parfaitement au manque de Toronto, mais il ne règle pas tout. Le banc devient un peu moins profond, le shoot devra être surveillé, et Darko Rajakovic devra trouver le bon équilibre entre Kawhi, Barnes et Barrett, sans surcharger l'attaque dans les mêmes zones. Puis évidemment, il y a le corps. Malgré sa dernière saison, parler de lui comme d'un joueur fiable sur la durée, sans énorme astérisque, ce serait se mentir. Et c'est pour ça, moi je trouve, si je devais définir ce trade, je dirais qu'il est aussi excitant que dangereux. Maintenant, oui, dans l'esprit, ça rappelle forcément 2018. Toronto avait déjà pris un gros risque avec Kawhi, et ça avait changé l'histoire de la franchise. Sauf que là, c'est plus le même joueur, il est 8 ans plus vieux, plus cher, plus fragile, et la fenêtre est plus courte. Mais la logique se comprend. Les Raptors avaient une bonne équipe, ils ajoutent le joueur qui peut la transformer en équipe que personne n'aurait envie de croiser en play-off. En gros, j'ai l'impression surtout que les Raptors ont vu une porte ouverte et ils ont pas hésité à foncer dedans. Donc si je dois faire le bilan, je pense que c'est un win-win, mais pas forcément un win-win parfait. Surtout 2 équipes qui ont réussi à choisir leur direction comme il faut. Toronto prend le plus gros risque, mais récupère aussi le plus gros plafond. Les Clippers perdent le meilleur joueur du deal, ça il faut pas l'oublier, mais ils récupèrent une sortie propre d'Epic, un joueur encore productif et de la marge de manœuvre. À court terme, les Raptors font plus peur, ça c'est le premier point. À long terme, si Kawhi se blesse ou si les pics deviennent précieux, les Clippers peuvent très bien être ceux qui s'en sortiront le mieux. Voilà pourquoi, même si j'ai mon idée, c'est quand même complètement impossible d'avoir un avis super tranché aujourd'hui. Côté Raptors, je trouve le pari cohérent. Ils avaient déjà une bonne équipe, mais pas assez de création pour faire peur au printemps. Kawhi répond exactement à ça. Du scoring, des pourcentages énormes, un vrai jeu sur demi-terrain, de l'expérience et une défense encore sérieuse quand il monte en intensité. Donc non, c'est pas juste une opération nostalgie. Toronto ramène un mec qui peut encore changer le plafond d'une équipe. Maintenant, est-ce qu'il peut refaire le coup de 2019 ? Là-dessus, tranquille, on va se calmer. Le parallèle est magnifique, mais il a ses limites. En 2018, Toronto récupérait un Kawhi de 27 ans dans son prime avec une équipe ultra mûre autour de lui. Là, on parle d'un joueur plus vieux, plus cher, plus fragile et impossible à projeter comme une machine sur toute une saison. Par contre, sur une série, un match serré, une possession où il faut planter un tir difficile ou une défense propre, oui, il peut encore donner aux Raptors quelque chose qu'Ingram ne donnait pas. Dans une conférence Est qui, je pense, sera toujours assez ouverte, ça peut changer pas mal de choses. Le prix payé par Toronto est élevé, mais j'ai pas envie de dire qu'il est complètement fou, parce que les Raptors gardent quand même Scottie Barnes, R.J. Barrett, Emmanuel Quickley, Jacob Poeltl, Colin Murray-Boyles et Allen Graves, ils détruisent pas leur roster. Par contre, si le corps de Leonard ne tient pas ou que les pics deviennent bien placés, là, la facture peut piquer très fort. Maintenant, il y a quand même quelques questions. Est-ce que Barrett peut accepter un rôle moins central ? Est-ce que Barnes peut garder son agressivité s'il n'est plus l'option 1 ? Et est-ce que Kawhi, surtout, peut élever le niveau de tout le monde sans phagocyter l'attaque ? Si l'équilibre est trouvé, Toronto, je pense, peut redevenir très vite, dès la saison prochaine, une équipe qui fait très peur. Côté Clippers, le bilan est différent. Ils perdent le joueur le plus fort du trade, mais ils sortent d'une impasse. Garder Kawhi avec son âge, son contrat, son historique physique et une possible extension derrière, c'était dangereux pour une équipe qui n'était plus vraiment calibrée pour le titre. Là, ils récupèrent Ingram qui peut marquer plus de 20 points, jouer avec Garland, garder l'équipe compétitive et peut-être redevenir un actif transférable si besoin. À côté, Grady Dick, c'est un pari de relance, mais les pics, c'est le vrai nerf de la guerre. Leur avenir proche devient plus flou, mais avec ce deal, j'ai l'impression qu'ils se donnent beaucoup plus de liberté dans un futur à plus long terme. Le projet se rajeunit et franchement, je trouve ça assez intéressant ce qu'ils sont en train de construire en jouant sur les bons timings. Ceci dit, si je dois me mouiller et vraiment trouver un gagnant, j'ai l'impression que c'est Toronto qui récupère le plus gros plafond, la plus grosse marge de progression. Si Kawhi tient debout, même s'ils l'ont payé très cher, je trouve, ils peuvent avoir fait un énorme coup. Les Clippers, eux, prennent moins de risques, ils récupèrent des pics, un joueur encore solide, un jeune, et surtout un peu de souplesse pour reconstruire la suite. Au fond, j'ai pas envie de dire qu'il y a un gagnant évident, même si je balance plutôt pour Toronto. J'ai surtout l'impression que les deux franchises sont arrivées à un moment où continuer comme avant n'avait plus beaucoup de sens. C'est pour ça que là-dessus, à chaud, je miserais sur un win-win. Donc ouais, même si j'aurais tendance à penser que les Raptors ont un léger avantage, je trouve ce transfert très équilibré et surtout très cohérent. Mais vous en pensez quoi ? Toronto a eu raison de tenter le pari Kawhi, ou alors le prix payé est trop lourd, et
D'ailleurs, selon vous, maintenant, c'est quoi leur plafond, c'est quoi leurs objectifs, à quelle place ils peuvent arriver à l'Est? Et les Clippers, est-ce que vous pensez qu'ils ont bien géré ce deal au vu de la contrepartie reçue? Ça, j'aurais tendance à donner un grand oui, je suis assez impressionné par leur gestion des timings. Sell high, buy low, ça marche toujours, mais donnez-moi votre avis en commentaire. Vu que j'ai quand même du mal à dégager un vrai gagnant, j'ai hâte de lire tous vos retours. Ensuite, si vous aimez la vidéo, pensez à la booster, ça aide vraiment dans l'algorithme, et vu les heures actuellement auxquelles je publie mon contenu, ça peut vraiment faire la différence. Enfin, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que je vous préviens, ce serait bien dommage de louper tout ce que je vous prévois pour cet été. Allez, merci pour tout la team, portez-vous bien, moi je vais aller faire mon montage avant de me coucher, et nous on se retrouve directement après la publication dans la section commentaires.